Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc maintenant nous allons poser les bases théoriques de la physique statistique. Alors, la physique statistique, ça consiste donc à partir d'un modèle microscopique qui décrit les particules, atomes, molécules, d'employer la physique statistique, donc les calculs probabilistes, et de retrouver à partir de là les propriétés macroscopiques à l'équilibre, c'est-à-dire quand la température est constante, homogène, et que la probabilité thermodynamique est maximum, W. Alors, ça, nous en avions déjà parlé. Alors, on divise, on répartit l'ensemble des N particules en N1 particules, N2 particules, etc., Ni particules, etc., jusqu'à Nr particules. Celle-là ayant une énergie epsilon 1, celle-là ayant une énergie epsilon 2, epsilon I, epsilon R. Donc on répartit l'ensemble des particules par énergie. Et on recherche la condition d'équilibre qui donne les valeurs de Ni et qu'on note Ni0 pour noter que c'est la répartition à l'équilibre. Pour faire ça, on maximise la fonction thermodynamique, la probabilité thermodynamique, ce qui revient à maximiser l'entropie qui est donnée par K fois le logarithme de W. Où W est donc la probabilité statistique, c'est-à-dire la probabilité thermodynamique, c'est-à-dire le nombre de configurations pour des Ni donnés, le nombre de configurations microscopiques qui donnent le même état macroscopique. Donc la même répartition des Ni. Nous reviendrons bien sûr plus loin sur la manière de calculer W. Et K est la constante de Boltzmann. Alors, maximiser une telle fonction, du moins quand on a l'expression pour W, n'est en général pas si difficile. Si ce n'est qu'ici, il y a une complication, à savoir qu'il y a des contraintes. Les Ni ne peuvent pas être quelconques. Ainsi, la somme des Ni doit donner le nombre de particules. Et la somme de Ni fois epsilon I, c'est l'énergie totale. Donc, à nombre de particules et énergie totale donnée, ça introduit deux contraintes qui font que les Ni ne sont pas tout à fait indépendants. Alors, heureusement, les mathématiciens de longue date, les physiciens, ceux qui font de la physique mathématique, ont de longue date, déjà au début du 19e siècle, trouvé la méthode qui permet de résoudre ce genre de problème. C'est la méthode dite des multiplicateurs de Lagrange. Donc on a introduit, puisqu'on a deux contraintes, on a introduit deux nombres constantes des multiplicateurs de Lagrange qui sont à trouver, et on maximise non pas S qui est fonction de Ni, mais S plus lambda U plus lambda prime N. U et N étant donnés par les expressions précédentes. On montre qu'en cherchant le maximum, et on considère les Ni comme indépendants, donc comme s'il n'y avait pas de contrainte, on montre qu'en maximisant cette fonction-là, ça revient à maximiser cette fonction-là en tenant compte des contraintes. C'est la méthode des multiplicateurs de Lagrange. Alors en fait, on choisit une relation un peu différente. Donc en fait, on divise par lambda, et on choisit deux autres multiplicateurs pour maximiser une fonction qu'on appelle oméga bar, qui s'appelle fonction énergétique, et qui s'écrit U moins T bar S
moins mu bar n, où T bar et mu bar sont les deux nouveaux multiplicateurs de Lagrange. C'est simplement un changement de variable en divisant par lambda, tout simplement. Et donc on va calculer, pour maximiser cette fonction, on va calculer les variations de oméga bar, avec les NI. Et on égalise ça à 0. Alors je n'entre pas dans le détail des calculs, parce que ce serait un peu trop compliqué pour ces vidéos. Alors, en fait, les calculs ne sont pas si complexes que ça, ni très longs, mais il faut quand même appel à des dérivés, à des fonctions de Stirling, à des fonctions hyperboliques. Donc, restons calmes sur le côté mathématique, je vous donne juste les résultats. En faisant le calcul, on trouve que ça revient à dire que la variation de W avec les NI, donc la manière dont W varie avec les NI, est à l'équilibre, est égale à epsilon I moins mu sur KT, mu bar, T bar. Alors, en effectuant le calcul de la contrainte U, on vérifie qu'une petite variation de la contrainte de l'énergie est égale à T bar pour une petite variation de l'entropie plus mu bar, une petite variation du nombre de particules. Or ça, c'est la relation classique de la thermodynamique. La thermodynamique permet de calculer à un niveau purement macroscopique les relations entre l'énergie, température, etc. Et on constate que la relation classique dit que ceci est égal à T ds plus mu dn, où T est la température absolue, mesurée en Kelvin à partir du zéro absolu, à moins 273 degrés, et mu est le potentiel chimique. Alors qu'est-ce que c'est que le potentiel chimique? Mais c'est tout simplement l'énergie qu'il faut fournir à une particule pour la retirer du milieu où elle est, donc d'une substance ou autre. En fonction des interactions entre les particules, il faut une énergie plus ou moins importante pour l'arracher au milieu où elle se trouve. C'est le potentiel chimique. Et donc, on peut identifier nos deux multiplicateurs de Lagrange, on peut les identifier à la température et au potentiel chimique. Alors, donnons un exemple. Supposons qu'on ait des spins 1,5. Toute une chaîne de spins 1,5 orientée vers le haut ou vers le bas. C'est un modèle simple, de modèle microscopique simple. Et évidemment, avec l'agitation thermique, les spins vont se retourner continuellement. On va appeler l'état macroscopique comme étant l'alignement global des spins, qui va donner une aimantation au milieu. Donc, on va noter n plus le nombre de spins qui sont vers le haut, et n moins le nombre de spins qui sont vers le bas. Et on suppose qu'on applique un champ magnétique B à l'ensemble. Alors, quelques relations. D'abord, les énergies epsilon plus, donc les équivalents des énergies ici, de chaque spin. L'énergie d'un spin qui est orienté vers le haut est simplement m bar B. Alors pourquoi m bar? C'est le moment magnétique. Moment magnétique correspondant à la particule de spin 1,5 fois le champ magnétique. Ce qui donne l'énergie du petit aimant microscopique
placé dans le champ magnétique. Alors pourquoi j'ai noté un bar? Mais c'est pour ne pas confondre avec le potentiel chimique. C'est un problème en physique. On a énormément de variables, énormément de grandeur, mais on est limité par l'alphabet. Quand on donne des lettres pour dire T température, on dit aussi T pour le temps. Donc, ou T pour une période. Bon. Donc parfois ça complique un peu les choses pour les notations. Donc il faut faire un peu attention. Et epsilon moins, l'énergie d'un spin qui est orienté dans l'autre sens, est simplement moins m bar b. C'est orienté dans l'autre sens, donc l'énergie est négative. Alors que vaut la probabilité thermodynamique? W. W, c'est le nombre de cas d'orientation possible pour n plus et n moins donné. Donc, si par exemple on a un spin vers le haut et tous les autres vers le bas, donc il y a n spin. Si on a un spin vers le haut et tous les autres vers le bas, c'est-à-dire n plus égale 1 et n moins égale n moins 1, il y a n cas possibles. Ça peut être le premier qui est vers le haut, ou alors ça peut être le deuxième qui est vers le haut, ou le troisième, etc. Il y a n cas possibles. Donc quel est le nombre de cas pour n plus et n moins quelconque donné? Eh bien, on calcule que c'est n factoriel, c'est un calcul de probabilité classique, sur n plus factoriel divisé par n moins factoriel. Tout simplement. À partir de là, on fait des calculs. Bon. Vous pouvez vous amuser pour aller faire, vous avez tout en main pour le faire. Je ne vais pas les donner ici parce que c'est un petit peu trop technique. Donc on arrive à calculer les différentes fonctions ici et à calculer la variation avec les i. Et on utilise cette formule-là. Et ce qu'on trouve, c'est que n0 plus ou bien moins est égal à n fois l'exponentielle de mu moins epsilon plus ou moins divisé par kt. On peut donc ainsi calculer la répartition à l'équilibre dans le champ magnétique. En général, travailler avec le potentiel chimique n'est pas très pratique. Pour des raisons expérimentales, des raisons liées à l'expérience, on préfère utiliser comme variable le nombre de particules et la température, qui sont des grandeurs qui sont plus facilement accessibles à l'expérimentateur. L'énergie interne est un peu compliquée à mesurer et le potentiel chimique aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la contrainte n égale n plus n moins, le nombre total de particules. Et en utilisant ça, en utilisant cette formule-là, on peut calculer la valeur de mu en fonction de n et de t. Et on obtient alors n0 plus ou moins comme une fonction qui dépend de n et de t. De même qu'on calcule l'énergie totale en faisant la somme n plus fois epsilon plus et n moins fois epsilon moins. En faisant le calcul, on trouve aussi une fonction qui dépend de n et de t. Fonction différente, bien sûr. Alors je ne vous les donne pas, elles ne sont pas très compliquées, je ne vous les donne pas parce qu'elles font appel à des fonctions hyperboliques. Inutile de se casser la tête avec ça. Donc on obtient ainsi la répartition à l'équilibre du système de spin à demi plongé dans un champ magnétique. Notez que si vous connaissez le nombre de spins à l'équilibre orienté vers le haut et ceux orientés vers le bas, connaissant les moments magnétiques, vous pouvez calculer l'aimantation de la substance dans le champ magnétique. On peut dire que c'est un modèle simple, un peu simpliste même, approché d'une substance qui se comporte comme un aimant. Voilà, donc j'espère que je n'ai pas été trop technique.
les méthodes qui sont utilisées en physique statistique. L'approche qui est utilisée. Alors il nous reste une chose à voir, c'est comment on calcule W. Parce que là, j'ai donné un cas simple. Calculer le nombre de manières d'orienter les spins de façon à en avoir n plus vers le haut, n moins vers le bas. Combien de possibilités a-t-on? Mais comment fait-on en général? Donc ça, nous verrons ça dans la vidéo précédente. Et nous l'appliquerons au cas classique, c'est-à-dire à la statistique de Maxwell-Boltzmann. Je vous remercie.